Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs et tous les plaisirs est pour moi de vous retrouver une fois de plus sur les plateaux d'Africa TV pour notre émission, votre émission La Voix de la Diaspora. La Voix de la Diaspora, comme je vous ai toujours dit, est une tribune offerte par Africa TV pour vous, tous les Congolais de l'étranger, afin que nous puissions discuter ensemble sur la situation politique, économique et pourquoi pas sociale de notre pays, la République démocratique du Congo. Et pour ce soir, nous allons donc discuter avec un monsieur. Il s'agit de monsieur Henri Kamande Nzouzi, qui est membre expert et consultant auprès de l'Institut royal des relations internationales. Notons que M. Henri Kamande Nzouzi a été plusieurs fois conseiller diplomatique au ministère des Affaires étrangères à l'époque de ministre Hérode Abdoulaye Ndombassi, de ministre Cheo Kitundu et du ministre Charles Okoto. Avec lui, nous allons donc parler de la diplomatie congolaise. Nous allons savoir quelle est une bonne diplomatie pour la République démocratique du Congo avec toutes les guerres, tous les conflits qu'il y a dans notre pays, la République démocratique du Congo. Bonsoir, Monsieur Kamande. Bonsoir. De prime abord, je voudrais d'abord vous demander comment se porte la diplomatie de la République démocratique du Congo. Si j'étais un médecin, je dirais que le diagnostic est assez inquiétant et je dirais à la limite réservé, pour plusieurs raisons d'ailleurs. Il faut savoir que à l'origine, la diplomatie congolaise se voulait volontariste, puisque sous l'impulsion des chefs d'État précédents, il y avait une stratégie qui consistait d'une part à promouvoir le rayonnement externe du pays, vis-à-vis bien évidemment de l'étranger, mais il était également important de pouvoir réaffirmer la position du pays dans le concert des nations. À partir de là, certains moyens ont été mis en œuvre pour qu'on puisse arriver précisément à une, je dirais, diplomatie agissante, qui soit au cœur des problèmes les plus importants, notamment en termes de médiation, en termes d'organisation sous-régionale. Souvenez-vous, dans les années 70, avec la CEPGL, qui a permis à notre pays de rayonner. Souvenez-vous de ces années où nous avons eu un rôle déterminant dans la résolution de certains conflits. Cette période est malheureusement révolue, je le déplore à titre personnel, mais j'ose espérer que les responsables politiques actuels se ressaisiront afin de pouvoir doter notre pays d'un outil diplomatique performant. Ah, donc selon vous, c'est une situation qui ne date pas de longtemps, mais c'est une situation qui date plutôt de, en fait, on peut dire à partir de la période de transition jusqu'au maintenant. Disons que nous avons connu une baisse considérable de régime qui a coïncidé en fait avec la difficulté pour notre pays, notamment d'assurer de façon régulière le paiement des salaires de nos diplomates. Ça, c'est une première chose. À cela s'est ajoutée une gestion parfois hasardeuse de certaines de nos missions diplomatiques, avec les drames humains que cela a occasionné, puisque nous avons eu à déplorer pendant très longtemps, et c'est encore le cas aujourd'hui d'ailleurs, des diplomates qui, après avoir été rappelés, sont toujours dans le pays accréditaires. Et au lieu de résoudre ce problème, malheureusement, nous avons eu plutôt tendance à l'aggraver en affectant davantage de diplomates en poste, alors que nous n'avions pas eu cette sagesse de pouvoir d'abord résoudre un problème qui se posait. Mais c'est un processus qui remonte maintenant à une bonne vingtaine d'années. Alors, par rapport à ce que vous avez dit, en fait, aujourd'hui, il faut dire que la République démocratique du Congo a vraiment des sérieux problèmes. On est menacé de partout, de tous nos voisins. Quand on voit par exemple le problème qu'on a avec nos voisins du Rwanda, le Burundi, l'Ouganda avec les LRA et tout, et l'Angola, donc c'est presque partout, donc avec presque tous les 9 pays qui sont voisins avec nous, on a des problèmes. Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? Par exemple, on parle de la relation des bons voisinages. Alors, parmi les différents piliers sur lesquels nous nous appuyons pour pouvoir mettre en œuvre cette diplomatie, cette politique étrangère, il y a notamment la non-ingérence dans les affaires intérieures des États, il y a les relations de bon voisinage, il y a le développement d'une coopération régionale et sous-régionale, et l'entente entre les peuples, pour faire court.
Comme vous le savez, depuis 1996, notre pays est au cœur de bon nombre de crises, dans la mesure où certains de nos pays voisins confrontés à des rébellions internes ont, pour des raisons qui leur sont propres, refusé jusque-là d'initier un dialogue politique interne. Conséquence, les groupes armés qui sont en guerre contre ces pays-là se replient sur notre territoire. Ce que nous avons fait, c'est que nous avons essayé de convaincre les différents protagonistes pour qu'ils se mettent autour d'une table. Après tout, le dialogue intercongolais a eu lieu, comme vous le savez, dans notre pays, et nous avons donc abouti à l'accord global et inclusif de Pretoria de 2002. Depuis lors, quand vous regardez la situation interne des pays voisins, on ne peut pas dire que cela se soit passé de la même manière, puisqu'au contraire, on a plutôt assisté à une vague de radicalisation des différents pouvoirs, ce qui a eu pour conséquence de conforter les rébellions internes à ces pays, non seulement de multiplier les attaques contre ces pays-là, mais de se replier sur notre territoire. Comme nous n'avons pas eu la possibilité, et encore moins les moyens de les neutraliser, nous nous sommes retrouvés dans la situation paradoxale du ventre mou de la sous-région, en d'autres termes, le dépotoir dans lequel se déversent les différents groupes armés qui sont en lutte contre leur régime, je dirais, respectif. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que le 2 août 1998 a été le déclenchement de la Seconde Guerre qui a opposé notre armée à des troupes rwandaises et ougandaises. Ces dernières, s'appuyant sur des rébellions créées de toutes pièces, ont entretenu pendant un certain temps, et ce jusqu'à l'accord de cessation des hostilités de Lusaka, signé le 10 juillet 1999, notre pays est dans une situation extrêmement délicate et difficile. Pendant ce temps, les efforts diplomatiques ont été concentrés sur la nécessité d'arriver à une cessation des hostilités, mais comme dans le même temps, nous avons constaté que les causes étaient à la fois internes et externes, nous n'avons pu que nous résoudre à aller vers ce dialogue interne. Et on s'était dit qu'en allant à ce dialogue interne, nous pourrions momentanément mettre un terme à cette situation de crise dans la sous-région. Il n'en a rien été, puisque entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé? On a vu certains groupes armés ayant déposé les armes se scinder, des groupuscules se mettre en place, et profitant, on va dire, d'un certain désordre, on commençait à se développer et à se réarmer. Ce qui explique aujourd'hui la situation que nous avons, à savoir d'une part des groupes comme la LRA, comme les FDLR, qui écument encore, l'un dans l'extrême nord de notre pays, donc l'Ituri, plus loin vers la frontière du Soudan, et à l'est de la RDC, notamment dans le nord Kivu et dans le sud Kivu, vous avez des groupes armés qui n'ont pas été neutralisés, alors que nous avions cette responsabilité en tant qu'État souverain, indépendamment du fait que nous pouvions demander de l'aide à l'extérieur. Mais sur ce point-là, je me permets d'ouvrir une parenthèse, il eût mieux valu que nous puissions, c'est mon point de vue bien évidemment, que nous puissions mettre en œuvre d'abord nos propres efforts, pour ensuite solliciter une assistance extérieure, plutôt que de nous lamenter et de nous apitoyer sur notre sort. C'est malheureusement un exercice récurrent que je désapprouve totalement, ce qui me fait dire qu'il serait vraiment temps que nos autorités se ressaisissent sur ce problème-là. Oui, là maintenant, qu'est-ce que les autorités doivent faire? Parce que tout à l'heure, là, vous venez de parler de dialogue interne. Oui. Nous avons pu dialoguer, il y a eu le dialogue intercongolais, mais malheureusement, la situation des LRA, des FDLR continue toujours. Par rapport, par exemple, à la diplomatie, que devons-nous faire? Est-ce qu'on doit aller, par exemple, dans les organismes internationaux, les organisations internationales, pour essayer un peu de plaider notre cause, ou bien qu'est-ce qu'on doit faire exactement? Alors, la première chose que nous devons faire, c'est nous appuyer sur les outils et instruments qui existent. Comme vous le savez, en 2007 notamment, il y a eu l'accord de Nairobi, dans lequel notre gouvernement et le gouvernement rwandais s'engageaient à pouvoir traquer les FDLR. Bon. Je ne pourrais pas me prononcer de façon, je dirais, précise sur la manière dont cet accord a été suivi, mais j'ai ma petite idée là-dessus. Je crois savoir qu'en fait, il y a eu, disons, beaucoup d'atermoiements de part et d'autre, ce qui a permis d'ailleurs au FDLR et à d'autres sous-groupes de tirer leur épingle du jeu. Pour autant, à partir du moment où vous avez des instruments juridiques qui existent, nous avons la responsabilité de les mettre en œuvre. Dès que nous nous rendons compte qu'il y a une difficulté de les mettre en œuvre,
À ce moment-là, nous devons mettre en place des mécanismes, soit de suivi ou de contrôle, pour permettre ou contraindre les personnes ayant pris parti donc, à cet accord à honorer leur part d'engagement. Alors, il était question que nous puissions à la fois localiser les forces en présence et nous donner les moyens de les désarmer. Cela n'a pas été fait, je le déplore, et ça nous a obligés à solliciter l'appui de pays amis. Et c'est le sens des deux opérations qui se sont déroulées, comme vous le savez, donc au début de cette année, avec notamment l'opération conjointe avec la LRA et l'opération avec les troupes rwandaises. Alors, certains ont, à juste titre, critiqué ces opérations, puisque certains pensaient qu'il s'agissait d'une violation de notre intégrité territoriale. Je serais beaucoup plus modéré à ce propos, puisque rien n'interdit à ce qu'un pays souverain puisse faire appel à des pays voisins pour régler un problème. S'agissant de la manière dont cela a été décidé, nous pouvons encore discuter, bien évidemment. Enfin, il y a des choses qui sont envisageables. À partir de là, la diplomatie agit dans les instances internationales. De quelle manière? En essayant de convaincre la communauté du bien fondé d'obtenir, notamment au Conseil de sécurité, des résolutions contraignant les parties récalcitrantes à respecter leur part d'engagement. C'est une première chose. Si l'on constate que ces parties récalcitrantes n'agissent pas, nous devons aller un peu plus loin dans les recommandations pour essayer justement d'obtenir une solution rapide. Mais je dois vous dire quelque chose ici qui me paraît fondamental. Faire de la diplomatie, ça suppose se doter les moyens de mener cette diplomatie. Or, nous savons tous que notre pays ne s'est pas cotisé dans tous ces organismes-là, ce qui fait que nous n'avons même pas le droit de vote, droit à la parole. Exactement. Ça, c'est un premier problème. Le fait que nous ne soyons pas toujours à jour de nos cotisations dans ces instances nous prive de la parole et donc d'une tribune pour pouvoir faire prévaloir notre point de vue. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que nous n'avons pas la tradition de suivi. J'ai une anecdote à ce sujet. En 1998, lors du sommet Afrique-France du Louvre, je me trouvais dans la délégation de feu Mzee Laurent Désiré Kabila, et nous sommes allés participer donc à ce sommet auquel participait le Rwanda. Nous avions décidé de mettre à profit ce sommet pour faire prévaloir notre position, puisque nous étions déjà en situation de guerre. Eh bien, après avoir mobilisé la presse, après avoir eu l'opportunité de nous expliquer à la fois devant les autorités françaises et devant la communauté internationale réunie à cette occasion-là, quelle ne fut pas notre surprise de voir que dans les jours qui ont suivi, notre discours a été battu en brèche par le Rwanda qui s'était donné les moyens de pouvoir contredire toutes nos positions. Est-ce que justement le Rwanda qui s'est doté des moyens, nous on n'avait pas tous ces moyens, parce qu'il faut dire que notre discours c'est toujours le petit Rwanda. Je ne voudrais pas, écoutez, j'ai travaillé aux affaires étrangères de la RDC, je dois vous dire que, indépendamment de la qualité des hommes qui y travaillent, nous souffrons malheureusement d'une carence qui consiste à confondre investissement et dépenses. Quand on décide d'investir dans sa diplomatie, ça veut dire qu'il faut se donner les moyens de se faire entendre. Si l'on considère que dégager des moyens pour se faire entendre est une dépense inutile, à ce moment-là, on ne fait pas de diplomatie. On reste tranquillement chez soi. Ça veut dire tout simplement s'organiser à l'extérieur, en réseau, pouvoir s'appuyer sur des médias, sur des organisations internationales, pouvoir s'exprimer, pouvoir s'assurer que le message est relayé de manière efficace. Mais pour cela, il faut... Mais les ministres et les conseils vont tout le temps en mission, ils viennent tout le temps en Europe. Vous avez plusieurs types de missions. Vous avez les missions dites de service, où là, vous avez des fonctionnaires tout à fait appréciables et compétents qui vont participer à des réunions. Souvent des réunions de travail où les questions techniques sont davantage mises en avant. Ce sont des experts essentiellement. Et vous avez des missions auxquelles prennent part généralement le ministre. Et là, il s'agit de représenter le pays dans les instances internationales. Il ne suffit pas de tenir un discours et de dire que le pays est envahi et menacé. Encore faut-il qu'une fois que cela a été dit, s'assurer que ce sera efficacement relayé. Et c'est là
que se pose le problème. C'est que nous n'avons pas cette culture du suivi, ce qui fait qu'on est très surpris de voir des petits pays avoir une diplomatie agissante. On travaille un peu avec une certaine légèreté, on peut dire. Écoutez, vous utilisez le mot, mais je ne suis pas loin de le partager. Prenez un exemple, le problème des mises, d'être à jour au niveau des cotisations, ça nous empêche d'être représentés efficacement. Au niveau de la fonction publique internationale, vous devez savoir qu'aujourd'hui, les pays les mieux représentés, ce sont les pays d'Afrique de l'Ouest. Le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Mali, qui ont une kyrielle de représentants dans les instances comme l'UNESCO, la FAO, l'OMS, etc. Mais la RDC, absente. Pourquoi ? Parce que nous n'avons pas une politique suffisamment agissante pour caser nos représentants dans ces instances-là, première chose. Deuxième chose, on ne prend pas la peine de nous mettre à jour de nos cotisations. Enfin, il faut être sérieux à un moment donné et se donner les moyens d'agir. Je crois que lorsqu'on aura surmonté cette difficulté, nous pourrons prétendre réellement avoir une diplomatie agissante. Un autre exemple, vous savez par exemple qu'actuellement, le président de la Banque africaine de développement, il est du Rwanda. Monsieur Patrick Mazimpaka était vice-président de l'Union africaine. Enfin, écoutez, ce n'est pas le fruit du hasard. Je pense que nous devons être davantage volontaristes. C'est une question certes de moyens, mais c'est aussi une question de volonté politique. Je fais confiance à l'autorité pour qu'il en soit ainsi, désormais. Nous n'en serons que bénéficiaires. Oui, revenons un peu aux relations des bons voisinages. Nous savons que la RDC a toujours a des problèmes avec le Rwanda. Et aujourd'hui, il y a ça va un peu mieux. Il y a même bientôt là, il y aura ouverture des ambassades des deux côtés. Est-ce que vous pensez vraiment que la RDC pourra tirer quelque chose par rapport à ces relations? Parce qu'on sait toujours qu'à la fin, on va dire que normalement, en relations internationales, chaque pays doit toujours tirer la couverture de son côté. Or, nous remarquons que pour le cas, par exemple, de la RDC, c'est un peu le contraire. Mais non, est-ce que vraiment la RDC pourra tirer quelque chose? Alors c'est une première étape. Vous savez que l'histoire de nos deux pays a été mouvementée. Là, nous sommes, je dirais, au cœur d'un réchauffement des relations entre les deux pays. Je serais tenté de dire, comme le disait François Mitterrand, il faut donner du temps au temps. Malheureusement, les populations qui souffrent à l'est de notre pays n'ont plus le temps d'attendre. Donc il faut agir. Donc, première chose, normalisation des relations avec ouverture dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, je n'ai pas le détail, des ambassades. C'est une première étape. Deuxième étape, il y a le processus de Nairobi et de Dar es Salaam qui a été initié, puisqu'il s'agit là de la conférence pour la sécurité et le développement dans la région des Grands Lacs. Et là aussi, il s'agit de pouvoir doter la sous-région d'instruments permettant de favoriser une intégration régionale. Je pense que c'est par ce type d'intégration que nous pourrons assurer une coexistence pacifique entre les deux pays. Ça me paraît essentiel et fondamental. Pour autant, les arrière-pensées, les agendas cachés ne vont pas disparaître du jour au lendemain. J'ai coutume de dire que le Rwanda est en situation de rente sécuritaire par rapport à la RDC, puisque le président Kagame, prétextant les problèmes sécuritaires, est toujours disposé, me semble-t-il, à intervenir en RDC si la situation devait l'exiger. Ça veut dire que le spectre du génocide plane toujours dans l'esprit de Paul Kagame, et à partir du moment où il est avéré que des troupes ayant participé à ces génocides se trouvent sur notre territoire, le Rwanda considère que son espace vital est menacé en permanence. Donc, comme vous le savez, à la fin de cette opération Umoja Wetu qui a eu à mettre ensemble les armées de ces deux pays, on a vu que le résultat est plutôt mitigé. Je serais plutôt tenté de dire que c'est une opération qui a tourné, je dirais, au fiasco, n'ayant pas peur des mots. La preuve, c'est que l'opération Kimia 2 démarre incessamment et cette fois-ci, elle met en présence les FRDC avec la MONUC. Donc en disant que les arrière-pensées n'ont pas, je dirais, disparu, nous sommes, nous, mais c'est que nous devons, nous, maintenant, rassurer les Rwandais. Dans le sens où nous devons leur garantir que l'activisme des FDLR
n'aura pas de conséquences sur leur sécurité. Mais ils sont venus, le problème c'est qu'ils sont venus pour traquer les FDLR, mais malheureusement ils n'ont pas fait. Et maintenant ce sont les FDLR qui se vengent maintenant de la population congolaise. Alors, effectivement, je crois qu'il eût mieux valu dans un premier temps que l'on puisse jouer carte sur table, puisque les opérations étaient concentrées au Nord Kivu, alors que l'on sait très bien que la majorité des FDLR sont déployés dans le Sud Kivu. Fallait-il aller au-delà? Je vous rappelle quand même qu'il y avait un contexte politique qui a prévalu pendant toute la durée de l'opération, puisqu'il s'agissait de savoir si la représentation nationale devait nécessairement être consultée avant que l'on puisse faire appel à l'armée rwandaise. Cela n'a pas été fait, je vous passe les détails, ça nous a donné au final l'affaire Kabiré. Bon. La diplomatie mal gérée une fois de plus. Écoutez, je serais tenté de dire oui, mais bon, vous savez, parfois il faut faire preuve de réel politique, c'est-à-dire que l'on prend des décisions dans l'urgence, mais quand vous prenez des décisions dans l'urgence, il vaut mieux vous assurer, une fois que cette décision est prise, que toutes les conditions sont réunies pour garantir l'efficacité de la décision. Si cela n'est pas fait et que vous ostracisez certaines institutions, comme ce fut le cas du Parlement, là nous avons un deuxième front qui s'ouvre cette fois-ci, un front interne, puisque à l'offensive contre des forces négatives s'ajoute un front interne qui met en présence les institutions de la République et qui fragilise la cohésion des institutions. Ça, c'est un sérieux problème. Mais maintenant, par rapport à tout ça, qu'est-ce qu'on doit faire exactement, la diplomatie par exemple? Parce que moi, je pense que ce n'est pas seulement, on ne doit pas seulement changer les ministres comme tout à l'heure. Là, il y avait le ministre Moussa Nyamwisi qui était là, mais non, c'est le ministre Tambwe Mwamba. Il y a eu la coopération. Donc, chaque fois, changer des ministres. Et c'est vraiment ça l'important, ou bien le fond de problème, c'est autre chose? Moi, je pense aux vertus de la continuité et de la permanence au niveau de certaines responsabilités. En 1998, lorsque nous avons entamé, à partir du mois de septembre, le cycle des négociations de Lusaka, j'ai à titre personnel participé à une dizaine de réunions sur place à Lusaka, et je peux vous dire, avec le recul, que ce qui m'avait le plus frappé, c'est qu'à chaque fois que nous allions à la rencontre de nos collègues étrangers lors de ces réunions, nous avions chaque fois un chef de délégation différent, alors qu'en face de nous, nous avions des délégations homogènes avec les mêmes représentants durant toute la durée du processus. Ça, c'est un premier problème. Je pense qu'il faut... Là, il y a même une difficulté de suivi. Absolument. Il faut être un peu plus sérieux à ce niveau-là. Et je pense que de ce point de vue-là, nous ne sommes pas suffisamment attentifs, hein, pour parler simplement. Pour autant, vous savez, il y a déjà un premier problème qu'il faut résoudre, c'est qu'une tradition s'est instaurée avec le temps dans notre pays, et je pense notamment au ministère des Affaires étrangères, c'est que un fossé s'est creusé entre le cabinet du ministre et l'administration. Nous avons la chance de pouvoir nous appuyer sur une administration composée d'hommes et de femmes compétents, qui ont l'expérience, qui ont les dossiers, qui sont, je dirais, les garants des principaux textes liant notre pays au concert des nations, aux organisations internationales, tant sur le plan bilatéral que multilatéral. À partir de là, puisque le cabinet, sous l'impulsion du ministre, prend les décisions à caractère politique et stratégique, je pense qu'il serait judicieux de pouvoir faire confiance à l'administration plutôt que de la mettre à l'écart de la gestion de certains dossiers. Ce qui fait que parfois, vous avez des conseillers de ministres qui vont en mission, mais sans avoir la moindre connaissance des enjeux, des tenants, des aboutissants. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres préoccupations. Et je pense que le cabinet du ministre, je ne vise pas en particulier celui-ci, je parle de façon générale, gagnerait à associer davantage les fonctionnaires des affaires étrangères. Vous savez qu'il y a une douzaine de directions aux affaires étrangères. Ça veut dire que vous avez les directions régionales, vous avez les directions des organisations internationales. J'y compte pas mal d'amis, que je salue d'ailleurs au passage. Je pense que ce sont des hommes et des femmes qu'il faut consulter en permanence. Nul n'a la science infuse. Et comme vous le savez, les hommes passent, les institutions restent. Alors autant maximiser et rentabiliser un passage à la tête d'un ministère comme celui-là en s'appuyant sur des hommes et des femmes qui ont la possibilité d'optimiser le travail du ministre.
Oui, mais là, on remarque aujourd'hui que non, quand il y a un ministre, c'est beaucoup plus, c'est en fait son cabinet qui est affecté, les membres de son cabinet qui sont affectés, par exemple, dans des ambassades, tel va comme premier secrétaire d'ambassade dans tel ou tel pays, ce qui fait que aujourd'hui on se retrouve, par exemple, on ne sait plus rien faire, par exemple. Alors, bon, vous devez savoir que de ce point de vue-là, le ministre, je le dis en toute sincérité hein, et en toute neutralité en même temps, donc il a ce pouvoir discrétionnaire de pouvoir affecter selon son bon vouloir tel ou tel. Bon. Généralement, il est conseillé. Généralement, il est conseillé de promouvoir ceux qui appartiennent au corps diplomatique. Mais vous savez, quand le chef de l'État nomme un ambassadeur, dans la majorité des cas, il n'est pas issu des affaires étrangères. Donc l'ambassadeur a un rôle essentiellement et éminemment politique. À une échelle moindre, je dirais que le ministre agit un peu de la même manière. C'est-à-dire qu'autant il est souhaitable d'affecter en poste diplomatique un fonctionnaire des affaires étrangères qui a les compétences requises pour pouvoir assumer ses fonctions, autant le ministre peut, pour des raisons discrétionnaires, affecter une personne qui, de son point de vue, réunit les qualités. Évidemment, moi, je suis mal placé pour juger de la qualité de la compétence des uns et des autres, mais je suis d'accord sur une chose, je vous rejoins sur ce point-là, c'est que ces dernières années, nous avons eu à déplorer la présence dans bon nombre de missions diplomatiques de personnes qui n'avaient pas toujours le profil requis. Oui, Monsieur Kamandé, tout à l'heure, là, vous venez de parler, vous venez de dire que non, la RDC n'a presque pas ne fait pas de lobbying dans les. Pas suffisant. Ouais. Alors, et nous avons remarqué qu'il y a certains dérapages diplomatiques. Prenons par exemple pour le pays comme la Belgique. Nous avons fait à peu près plus d'une année sans ambassadeur. Ça ne peut vraiment pas se faire, étant donné que la Belgique, c'est quand même Bruxelles, c'est le siège de l'OTAN, la capitale de l'Union européenne. Avec le recul, je serais tenté de dire que la décision de rappeler l'ambassadeur Boutamba, que je connais par ailleurs, avec le recul, je pense que c'est une décision précipitée. Pourquoi je le dis? Parce que quand vous regardez le fil des événements et la période qu'a duré la crise, je trouve que la Belgique a plutôt gardé son sang-froid dans cette affaire. Nous avons, nous, réagi à chaud, sans prendre le temps d'en mesurer les conséquences. Et puis, vous savez, quand on décide, par exemple, de fermer le consulat d'Anvers, il faut savoir que fermer une mission diplomatique ou consulaire, ça coûte autant d'argent que d'en ouvrir une. Ça veut dire que vous devez vous assurer qu'effectivement, à un problème ne vienne pas s'ajouter à un deuxième problème. Pour revenir aux relations entre les deux pays, je pense que, là encore, la passion l'a emporté sur la raison. Pourquoi? Parce qu'il y a eu, de la part, me semble-t-il, de la Belgique, des tentatives de normalisation. Maintenant, je peux tout à fait concevoir que le chef de l'État, mal conseillé, j'imagine, ait dû se laisser tenter par une aventure qui avait essentiellement pour but de faire payer à la Belgique quelque chose qui, de son point de vue, s'apparentait à un crime de lèse-majesté, puisqu'il s'agissait... Avec Karel de Gucht. Bon, là encore, je serais tenté de dire que nous avons connu pire dans le passé. Souvenez-vous des années Mobutu. J'ai d'ailleurs coutume de dire que le Congo d'aujourd'hui et le Zaïre d'hier est le seul pays au monde dont le traitement de la question a des conséquences de politique intérieure en Belgique. À partir de là, on a pu voir d'ailleurs, même au sein de la classe politique belge, plutôt deux appréciations de la situation. Les hommes politiques néerlandophones étant plutôt d'avis qu'il s'agissait d'une tempête dans un verre d'eau, les hommes politiques francophones considérant que la ligne rouge avait été franchie. Mais pour autant, les choses ont commencé à se normaliser petit à petit. Je déplore juste une chose. Je vous rappelle que le nouvel ambassadeur de Belgique à Kinshasa a pris ses fonctions depuis le mois de février. Nous sommes au mois de mai. Le nouvel ambassadeur Mova
dont l'agrément a déjà été accepté depuis plusieurs semaines, se fait toujours attendre. Vous savez, déjà, Entre-temps, la diplomatie, tout est bloqué, quoi. Voilà, c'est très compliqué. Et je dois vous dire autre chose aussi, c'est que le rappel de l'ambassadeur Mutamba a posé un problème sérieux, notamment au niveau de la perception de certaines organisations basées ici sur notre pays. Quand vous rappelez un ambassadeur, vous privez votre ambassade d'un moyen d'expression, quand bien même, avec tout le respect que j'ai pour les personnes qui devaient assumer l'intérim, vous avez un chargé d'affaires. Mais le poids n'est pas le même. Parce que vous êtes en permanence sollicité pour donner des informations, pour rassurer, pour éclairer, pour expliquer la teneur de certaines situations qui se déroulent au pays. Regardez par exemple l'offensive conjointe contre la LRA et contre les FDLR se sont faites à un moment où nous n'avions pas d'ambassadeur ici. Je trouve ça dommage. Pourquoi? Parce que je pense que le sens de cette initiative, de ces opérations aurait été, je pense, beaucoup mieux expliqué et beaucoup mieux compris s'il y avait à la tête de notre ambassade quelqu'un de suffisamment aguerri pour pouvoir expliquer telle ou telle situation. Et cette carence, cette absence d'autorité à la tête de l'ambassade nous a porté préjudice. Nous avons plutôt préféré jouer, me semble-t-il, sans se donner les moyens dans la cour des grands, n'est-ce pas? Nous devons respecter la Belgique, tout comme la Belgique doit impérativement nous respecter, mais vous devez savoir que dans ce genre de situation, nous devons nous assurer des arguments dont nous disposons pour faire prévaloir notre point de vue. Or, cela n'a pas toujours été le cas. Nous avons plutôt eu tendance à naviguer à vue, et ça, je le déplore, très sincèrement. Oui, Monsieur Kamandou, vous avez été plusieurs fois conseiller diplomatique. Dites-nous un peu par rapport à tout ce que vous venez de dire. Est-ce que vous avez eu aussi à donner tous ces conseils à tous ces ministres-là? Le travail de conseiller est à la fois difficile, contraignant, parfois ingrat, je dirais, mais exaltant. Exaltant parce qu'on a le sentiment du travail accompli. Le côté contraignant et le côté ingrat, c'est peut-être lorsque certaines de vos observations ne sont pas prises en compte. Et bon, vous savez, l'autorité étant ce qu'elle est, bon, elle fait ce qu'elle veut. Je dois aussi vous dire autre chose, c'est que un des obstacles, je pense, à une diplomatie suffisamment agissante, c'est la multiplication des centres décisionnels. C'est-à-dire que le ministre, aussi motivé soit-il, peut être confronté à un problème de coordination. Ce problème de coordination peut venir de la présidence de la République. Parce que vous avez un conseil diplomatique à la présidence de la République, vous avez toute une série de personnes qui s'occupent directement ou indirectement de politique étrangère, vous avez bien évidemment le ministre des Affaires étrangères,